Duguay, c'est un solitaire. Il vient d'une famille terrienne. Il est né en 1891. Mais, pour des raisons familiales, chez lui, on aime l'art, on aime la culture et on le pousse à travailler et vas-y, mon garçon, fonce, on va t'aider. Il suivit donc des cours de beaux-arts à Montréal, au Musée national, en 1911. Puis, il rentre, César Côté, plutôt, notre grand-peintre d'Arthabasca, le découvre dans ces années-là et l'invite à partager son atelier. Et voyant que ce jeune peintre a un talent pour le dessin remarquable, mais qu'il lui manque encore quelques raffinements à ajouter, l'invite à débarquer à Paris, s'offre pour payer le voyage. Ses parents, les parents de Rodolphe Duguay, mettent un peu d'argent également, et c'est comme ça que, en 1920, Rodolphe Duguay arrive à Paris et s'inscrit, sous les conseils de César Côté, à l'Académie Julian. Et ensuite, il les fait tout. Chaumière, Adler, Colarassi, il les fait tout. Il trouve ça intéressant. Il dessine sans arrêt. Ceux qui connaissent son œuvre, vous avez probablement vu dans des galeries d'art, dans des encans ou autres manifestations culturelles, des grands papiers brouillons de nu ou de nature morte, dessinés sur les deux côtés. Ça coûtait cher, dessinés sur les deux bords. Et, vous avez sûrement vu, de ses œuvres encadrées recto verso pour qu'on puisse voir les deux œuvres. Alors, il les signait tout le temps, puis il mettait le nom de l'endroit où il avait fait son dessin, ce qui permet à ses biographes d'avoir une idée assez précise du moment où il a réalisé certaines œuvres. Alors, aidé de son côté, qui lui voyage tout le temps, qui s'est fait des amis dans le monde anglophone des artistes qui vivent à Paris, je reviendrai plus tard là-dessus. Il s'embarque pour la Bretagne, s'en va en Italie, Normandie, découvre les grands paysages de mer, la couleur de la mer du Nord, la couleur de l'Adriatique et de la mer Tyrrhénienne, de la Méditerranée, en gros. Et, à travers ça, revient chez lui pour travailler sa peinture terrienne et obtient en 1924 la première bourse que le gouvernement du Québec attribue à un peintre. Et ça lui permet de retourner en Europe. Et là, il découvre un aspect de son art qu'il ignorait. Il se met à suivre des cours de gravure. Il se met à faire de la gravure sur bois, de l'eau forte, tous les métiers de la gravure existants, mais il préfère la gravure sur bois, le petit côté sculpture, biseau de la gravure sur bois l'intéresse, le côté brut également de ce travail lui convient parfaitement, et il commence à développer une manière de graver tout à fait originale, qui fait en sorte qu'il sera pour beaucoup de ses non pas de ses prédécesseurs, mais de ceux qui viendront après lui, un peu le maître de la gravure moderne au Canada français et au Québec plus tard. Il a été, si vous voulez, un peu le fondateur d'une nouvelle façon de voir la gravure. D'abord, techniquement, et également en se servant de la gravure, non pas uniquement comme forme d'illustration de livre, mais comme une œuvre, un art en soi. Pour Rodolphe Duguay, la gravure, ce n'est plus un art mineur, c'est un art majeur, comme la peinture et la sculpture. Et il lui donne tous ses droits, et il devient, en même temps, le porte-parole d'un art nouveau qui va prendre racine au Québec et qui va nous amener jusque dans les années 60, 70, 80, en passant par Dumouchel et tous les autres, et encore aujourd'hui, où le Québec a toujours fait figure de pionnier dans tous les métiers de la gravure.
Quand il revient chez lui en 1927, je vous dis que c'est un homme solitaire qui a maturé lentement ses techniques et sa vision de l'art. Il revient chez lui et décide de développer tout doucement différentes manières, tout en, évidemment, pratiquant son art favori qui devient la gravure à ce moment-là. Et il va illustrer nombre de livres, ces gravures étant tirées à plusieurs exemplaires. Évidemment, ça permet à l'artiste de se faire connaître plus rapidement et plus loin. C'est un des premiers qui a compris que la gravure, c'est un moyen de rendre l'art accessible, en multipliant les images, même si à cette époque, on ne parle pas de tirage de 100 ou 150 ou 200 comme aujourd'hui, mais plutôt de 5, 10, 15, 20. Chaque fois qu'on crée une planche, il y en a 20 qui s'en vont dans 20 salons différents. Et évidemment, le coût, parce que ça importait du Guy, le coût de l'œuvre est beaucoup moindre que le coût d'un tableau ou d'une sculpture. Et à partir de ça, il va s'installer, va devenir un sage, patriarche, va vivre à Nicolet toute sa vie, en créant plus de 2000 œuvres, des paysages nicolétains, des ciels, des natures mortes, un très grand nombre de gravures, et aujourd'hui, on retrouve l'ensemble de son œuvre dans les grands musées du Canada. C'est donc, à l'instar de Franchère et Huot, un autre peintre dont la vie à Paris n'a pas révolutionné son art, n'a pas modifié sa façon d'appréhender l'art. Bien au contraire, pour ces trois peintres, Paris a été l'endroit où ils se sont perfectionnés, où ils ont acquis une notoriété, où ils ont découvert, comme dans le cas de Rodolphe Duguay, des nouvelles avenues, comme la gravure chez Duguay, ou des paysages de type impressionniste chez Joseph Franchère. Et ce sont donc une catégorie d'artistes qui a profité du climat de Paris pour devenir meilleurs, plus sûrs d'eux-mêmes et connaître par la suite une carrière fructueuse.